Ok, c'est bon. Donc, moi, c'est Nathan Bombekili. Je, je suis en République démocratique du Congo. Je suis médecin chercheur en santé et nutrition à l'Institut de recherche des sciences de santé. Et en même temps, je travaille aussi dans une ONG qu'on appelle Centre pour la promotion du monde rural, c'est Promo, où j'assure le rôle de chargé de programme, donc comme manager de programme. Et là, je coordonne un programme intégré de développement. Et c'est depuis 2019 que j'ai intégré le NSF. Et là, je suis membre représentant de NSF en RDC. Et il m'a été demandé de préparer une présentation pour ces colloques. Et je prévis de partager avec vous un sujet que moi je trouve important, le déterminant de la malnutrition chez les femmes et les enfants à un cadre d'intervention. Parce que je me dis, c'est bien d'identifier les déterminants, mais nous devons aller aussi voir un peu, analyser aussi les différents cadres d'intervention proposés. Et pour une petite histoire, j'ai eu à travailler en 2016, j'avais mené une étude pour identifier les déterminants de la malnutrition dans 2 zones de santé. Et cette étude m'a permis à pouvoir vraiment avoir une idée vraiment très claire sur les différents déterminants de la malnutrition. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté sur ça et même dans notre approche d'intervention, nous tenons compte de ces différents déterminants que nous avons identifiés. Le plan de ma présentation, je vais parler au fait des 4 points que je vais pouvoir aborder. Je vais vraiment de manière succincte brosser un peu la situation de la malnutrition en RDC. Et en deuxième point, je vais aborder le déterminant de la malnutrition. Et après, au troisième point, je vais proposer une théorie de changement que nous avons essayé de mettre en place au sein de nos organisations que nous pensons partager avec vous si, à votre niveau, si vous pouvez peut-être apporter des amendements. Nous, on est flexible pour voir comment est-ce que nous, on peut changer la situation initiale à une situation que nous voulons souhaiter dans le futur. Et après, peut-être nous pourrons aborder les cadres d'intervention intégrés ainsi que résilients de la malnutrition. En ce qui concerne la situation de la RDC, la République démocratique du Congo est un pays, un des pays au monde ayant un grand nombre d'enfants malnutris chroniques. Je m'excuse, pardon. Oui. Et un des pays au monde ayant un grand nombre d'enfants malnutris chroniques et c'est le 5e pays en termes de prévalence. La République démocratique du Congo représente aujourd'hui 60% du fardeau mondial de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans. Et il est l'un de 34 pays qui représente parmi eux seuls 90% de la charge de la malnutrition mondiale. 3% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique, soit 1 sur 2. À peu près aujourd'hui même, selon les statistiques, on peut même aller même dans d'autres zones, il y a même 50%, 46%. Ça nage entre 46% et 50%. Donc, 1 sur 2 des enfants ont une malnutrition malnutrie. Donc, là, ce sont les statistiques de janvier que je vous donne, mais aujourd'hui, tous les 26 provinces aujourd'hui sont concernées par la malnutrition chronique. Donc, au lieu de 21%, au lieu de 21 provinces sur 26, mais c'est 26 sur 26, la totalité de la RDC aujourd'hui est affectée par la malnutrition chronique.
déjà dépasse même le seuil de 50%. Et ce sont des provinces qui sont vraiment dans des zones de guerre, avec tout ce qu'on a comme problème aussi de la COVID aussi est venue aussi accentuer cette situation-là. Donc, en termes de chiffres, nous avons 6 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique. Et on a projeté qu'en 2021, nous aurons 3,8 millions d'enfants de moins de 5 ans qui seront touchés par la malnutrition aiguë. Ça, c'est les chiffres attendus. Et parmi eux, nous aurons au moins 1,1 million de cas de malnutrition sévère. Et aujourd'hui, la RDC est placée parmi le premier pays dont il y a plus de cas d'insécurité alimentaire. Nous avons au moins plus de 27 millions de Congolais sont désormais à un état de faim critique. Ils sont déjà au stade 3 de IPC, du cadre de suivi de la sécurité alimentaire. Mais ici, nous allons aussi, bien que j'aime pas vraiment aborder, vous allez m'excuser sincèrement, pour moi, la COVID, bien sûr, ça a eu un impact sur la malnutrition, mais la malnutrition dans mon pays demeure un problème majeur depuis longtemps. La COVID ne vient qu'accentuer un problème déjà qui est là, qui existe déjà depuis longtemps. Pour dire que COVID comme facteur de la malnutrition, moi, je trouve qu'il y a d'autres facteurs vraiment qui dérangent plus. COVID, bien sûr, c'est quelque chose qui est juste arrivé pour accentuer, mais il y avait déjà ces problèmes-là. On est déjà sur un plateau de malnutrition dans mon pays. Donc, pour laquelle même, quand d'autres personnes parlent chez nous ici, non, on a plus de cas de malnutrition à cause de la COVID, je me dis, mais on se trompe, parce que depuis longtemps, on a eu toujours des cas de malnutrition. Ouais. Plusieurs auteurs ont dégagé, par rapport à cette situation, plusieurs auteurs ont dégagé une série de déterminants liés à la malnutrition. Et comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai eu à travailler sur, je menais une étude en 2015 sur le déterminant de la malnutrition. L'objectif pour moi, c'était d'aller sur une zone de santé, de mener une enquête sur une zone de santé pour déterminer les déterminants, pour identifier les déterminants de la malnutrition et projeter des interventions au niveau de cette région-là. Et nous avons mené une étude qui était vraiment une étude analytique transversale et plusieurs déterminants ont été révélés. Donc aujourd'hui, en RDC, que ce soit dans mon étude, que ce soit dans les études qui sont menées, il y a ACEF qui vient de mener une étude récemment au niveau dans la province du Kwango, chez nous ici, qui révèle presque les mêmes déterminants. Donc en général, en RDC, les déterminants à la malnutrition sont multisectoriels et intersectoriels aussi. Ils sont profondément liés les uns les autres et se renforcent mutuellement, générant des situations complexes et très spécifiques. Ceux-ci sont groupés en 3 catégories selon leur degré d'influence. Donc ici, nous avons essayé de regrouper ça en 3 catégories selon, c'est comme ça aussi se regrouper. Nous avons le déterminant d'influence immédiat, le déterminant d'influence sous-jacent et ainsi que le déterminant d'influence basique ou fondamental. En ce qui concerne les déterminants d'influence sous-jacent, en RDC, il existe une dynamique profonde ancrée qui affecte la situation nutritionnelle de manière vraiment transversale. Ces déterminants ici sont transversales. Nous avons, entre autres, le problème de gouvernance. Vous connaissez, je crois que vous savez qu'en RDC, le problème, mon pays a une histoire, une longue histoire depuis. Nous avons eu passé 32 ans de dictature et après, il y a un président qui est arrivé, le président Laurent Désiré Kabila, qui n'avait pas vraiment direct, qui était assassiné. Après, son fils est venu, qui est resté aussi pendant 18 ans au pouvoir. Et le pays a connu un sérieux problème dans la gouvernance, dans le leadership, ainsi que dans la gestion du problème de situation sanitaire. Et aujourd'hui, il y a un problème vraiment de manque de gouvernance. Mais aussi, quand vous analysez
la RDC, en termes de potentiel, la RDC, c'est un pays très riche. C'est un pays très riche. C'est vraiment un de réserve mondiale, même en termes de forêts aujourd'hui. Mais quand tu vois la population de la RDC, à cause de tout ce que cette population-là a vécu, cette population n'est pas plus en elle. Il y a vraiment une perte de confiance. C'est comme si la population ne croit plus vraiment à leur capacité de pouvoir changer les choses. Et ça influence vraiment sur, sur, sur la santé de la population ainsi que sur la situation nutritionnelle des enfants. Vous trouverez, je donne un exemple ici, vous allez dans un ménage où ils ont de terre, mais il suffit seulement de voir quelqu'un qui passe avec des pimpinantes, il se précipite à aller prendre peut-être les pimpinantes au moment où eux-mêmes ils peuvent s'organiser et cultiver dans leur terre et avoir suffisamment de la nourriture et ne plus avoir de problèmes de malnutrition. Ils croient que la solution contre la malnutrition viendra d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ça, il y a une perte de confiance. Mais aussi, la RDC, à cause des guerres, à cause de tout ce que nous avons connu comme pression, nous avons ce qu'on appelle les inégalités sociales. Les inégalités sociales, même en termes de genre. Et ces inégalités affectent de manière vraiment transversale la situation de la malnutrition. Je crois qu'à un moment donné, je vais insister sur la situation surtout de la femme en RDC, c'est que cette femme-là est en train de subir. Aujourd'hui, il y a un tableau, ça c'est un tableau que j'ai pris dans une étude qui a été menée dans une des provinces, qui a montré les liens entre la situation nutritionnelle et les aspects genre. Dans ce tableau, on nous montre comment est-ce que la charge de travail des femmes affecte sur a des conséquences sur l'état nutritionnel des enfants, sur la santé des enfants. La plupart des femmes aujourd'hui, ils ont à leur charge, la reproduction, ils s'occupent de tout ce qui est les aspects domestiques. La même femme aussi s'occupe des aspects agricoles. Et ces femmes, malheureusement, ont en général un faible niveau d'instruction et un très faible pouvoir de décision, que ce soit dans le ménage et même dans les communautés. Donc, les femmes sont vraiment moins écoutées et même si quand on organise des assemblées communautaires dans le village, souvent, vous remarquerez que les femmes, là où se trouvent les hommes, les femmes vont s'asseoir dans un coin entre elles en train de discuter parce qu'ils ont peur de venir. Nous, souvent, moi, j'ai l'habitude d'être avec la communauté, d'animer des diagnostics communautaires. Chaque fois quand je suis dans les assemblées communautaires, j'invite les femmes à pouvoir intégrer, mais ils ont du mal vraiment à venir à côté de leur mari et même prendre des paroles voir une femme prendre des paroles dans une assemblée, c'est quelque chose qui est difficile. Mais au moins, petit à petit, là, je peux les reconnaître, petit à petit, avec tout ce qu'il y a comme initiative de femmes, il y a quand même des femmes aujourd'hui qui peuvent prendre parole et parler en public. Elles ne peuvent pas même décider par elles-mêmes de l'utilisation même de revenus. Il y a des femmes qui entreprennent, qui font le commerce, mais l'utilisation des revenus, elles-mêmes ne peuvent même pas décider. Cela plus a de l'impact même sur l'allocation des ressources, notamment concernant l'alimentation et la nutrition. Parce que, comme c'est, à un moment donné, c'est l'homme qui doit décider, c'est lui qui doit décider, même si la femme peut avoir le moyen, il peut avoir un peu d'argent, mais cet argent est contrôlé par l'homme. En parallèle, les hommes peuvent aussi avoir un comportement défavorable au bien-être, y compris nutritionnel des ménages. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, là je cite l'alcoolisme, il y a des hommes aujourd'hui qui sont dans l'alcoolisme, qui utilisent l'économie de ménage pour d'autres fins, au lieu d'investir cette économie pour le bien-être familial. Enfin, le surcharge de travail auquel ces femmes font face impacte la qualité de l'alimentation, la qualité
la quantité de production agricole possible, leur santé et le temps possible pour le soin des enfants. Vous verrez que dans mon pays, dans mon étude parmi le déterminant, j'ai eu à étudier aussi le niveau d'accès à l'eau, hygiène et assainissement. Vous verrez que les points d'eau, les points d'eau sont situés très loin de ménages. Et ce sont les femmes qui vont chercher de l'eau le matin. Et ce sont elles qui vont aussi au champ. Ce sont elles aussi qui viendront aussi préparer. Et le mari, peut-être son rôle de faire juste le fauchage du champ. Les restes des travaux au niveau du champ, c'est la femme qui se débrouille. Et cette même femme doit rentrer encore à la maison pour s'occuper des enfants. Et vous trouverez dans le village où nous on a travaillé, quand vous arrivez dans un village, vous allez trouver dans un village, vous trouvez des enfants qui sont restés juste peut-être avec une chouane et plus le poisson salé que la maman lui laisse. Et la maman s'en va au champ. Elle laisse l'enfant toute la journée avec juste une petite chouane. Et des fois, ce sont des ménages aussi qui ont beaucoup d'enfants. Et ce sont des ménages aussi qui vivent vraiment en polygamie. Et vous trouverez vraiment dans ces villages des enfants abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. Et la maman, quand elle rentre, elle se précipite juste pour le peu de temps qu'elle a pour préparer. Et elle donne un peu de nourriture. Et demain encore matin, elle répond encore la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vient encore accentuer le problème de la malnutrition. En dehors de ces déterminants, bon, il y a des déterminants dont je n'ai pas aussi évoqué les déterminants sur le plan politique, sur le plan aussi de la politique au niveau national. Ça impacte aussi sur, euh, sur, euh, sur la situation nutritionnelle. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la politique, nous avons une politique de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère. Mais cette politique a des faiblesses parce que l'État ne met pas les moyens pour la mise en place, l'exécution vraiment de ces programmes. Nous avons en RDC un programme national de nutrition qu'on appelle chez nous PRONANUT, qui a aussi un protocole de prise en charge des malnutrition. Mais l'État ne met pas les moyens. Aujourd'hui, par exemple, sur toute l'étendue de la RDC, il y a rupture des intrants de prise en charge des malnutrition sévères, tels que chez nous ici, il y a les plans pinantes, les thérapeutiques. Et les autorités, ça leur dit rien. Au moment où nous avons beaucoup de cas de malnutrition, mais sur le plan politique, aucune initiative n'est prise pour pouvoir pallier à cette situation-là. C'est plus les ONGD qui s'interrogent par rapport à cette problématique. En dehors de déterminants fondamentaux que nous venons de citer, nous avons aussi des déterminants sous-jacents. Ces déterminants sont aussi multisectoriels et intersectoriels. Et là, parmi les déterminants, bien sûr, il y a le manque de sources diversifiées de revenus. La majorité de la population congolaise est rurale. Et ils ont comme activité principale l'agriculture. Mais c'est une agriculture plus de subsistance. Donc, il n'y a même pas de chaîne de valeur agricole, il n'y a même pas de... Aujourd'hui, en RDC, vous trouverez peu de chaînes, de filières agricoles développées. Je ne sais même pas si je peux même me rappeler d'une filière vraiment qui est bien organisée, bien structurée partout où je suis, parce qu'il n'y a pas assez de filières organisées. Malgré l'abondance de la RDC en termes de ressources en eau, mais la population de la RDC n'a pas accès à l'eau potable. La plupart de ménages ont un problème. Et même dans l'étude que nous avons menée, nous avons vraiment, c'est un indice, nous avons travaillé sur un indice composite pour identifier les niveaux d'accès à l'eau potable. Et là, nous avons utilisé plusieurs paramètres. Dans cette étude, au niveau des paramètres par rapport à l'eau potable, nous avons pris comme premier paramètre le fait d'avoir un point d'eau amélioré. Mais déjà, la plupart de ménages en RDC
utilisent plus de points d'eau non améliorés. Quand on parle d'un point d'eau non amélioré, c'est un point d'eau vraiment qui est naturel. C'est comme il y a des ruisseaux, il y a des rivières, des sources qui sont là, qui sont vraiment non améliorées. Et en dehors de ça, il y a de ménages, de villages où vous trouverez, ils ont un point d'eau amélioré, mais qui se situe à plus d'1 kilomètre. Déjà là, aller puiser de l'eau, ça devient une corvée pour les femmes, parce que comme ce sont les femmes qui vont puiser l'eau, déjà ça devient une corvée. Et en dehors de l'accès au point d'eau, les matériels utilisés ne répondent même pas pour aller puiser l'eau, ne répondent même pas parce que à cause du faible niveau de connaissances en termes de l'hygiène liée à l'eau, c'est ce qui fait qu'il y a une forte prévalence des maladies diarrhéiques. Et ces maladies diarrhéiques influent aussi sur l'état nutritionnel. Quand je prends sur le plan hygiène aujourd'hui, le lavage de mains pose problème. Les dispositifs de lavage de mains, à peine même que nous, pendant par exemple, au sein de notre programme, nous sommes en train de promouvoir ce qu'on appelle des dispositifs de lavage de mains qu'on appelle les TIPITAP, qui sont des dispositifs fabriqués à l'aide de bidons. Malgré tout ce qui est fait au niveau national, il y a eu un programme Village Assini, qui pouvait quand même apporter quelque chose. Malheureusement, nos autorités, à cause de la corruption ainsi que de manque de la bonne gouvernance, ces programmes n'a jamais vraiment apporté de bons résultats. C'est la même chose aussi pour l'assainissement. Il y a moins de ménages qui ont des latrines, moins de ménages qui ont qui font ce qu'on appelle des travaux communautaires, le nettoyage des villages. Et tout ça nous donne déjà une situation très catastrophique en RDC. Aujourd'hui, la desserte en eau potable est de moins de 30% sur toute l'étendue de la République. Moins de 30%. Et nous avons 46% de ménages en ville ont un accès au moins aux latrines. Mais les restes n'ont pas de latrines. Donc 54 à peu près n'ont pas de latrines hygiéniques. Le système agricole est aussi non optimal. Et ce système agricole aujourd'hui est affecté par la recherche de l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, à cause de la recherche de l'énergie, parce que la RDC a un problème, bien sûr, nous avons un potentiel en termes de barrages hydroélectriques, mais aujourd'hui, la déforestation massive est en train d'entraîner pas mal de conséquences au niveau sur les plans agricoles, sur même la fertilité des sols, mais aussi à cause de la richesse du sous-sol congolais. Il y a des zones qui sont identifiées normalement, qui pouvaient être des zones agricoles aujourd'hui, à cause de minerais. Ces zones-là sont occupées par des étrangers qui exploitent et les paysans se limitent juste à faire des petits champs. Des petits champs. La plupart des gens qui ont des grandes fermes agricoles, ce sont plus les politiques. Mais c'est rare de voir vraiment une communauté bien organisée qui a vraiment des champs qui répondent et même une filière. Et le système agricole, dans son intégrité, vraiment, a des sérieux problèmes. Oui. Là, c'est un schéma qui montre comment est-ce que l'eau affecte, peut entraîner la malnutrition. Il y a la chaîne de contamination, soit au niveau des transports, au niveau des animaux. Si le point d'eau n'est pas protégé, facilement les animaux peuvent contaminer l'eau, soit les transports au niveau des stockages, au niveau des ménages. La plupart des récipients ne sont pas couverts et les latrines, il n'y a pas de couverture, ce qui fait que le vecteur de transmission peut directement venir au niveau des aliments et infecter des aliments. Et cela entraîne des conséquences vraiment sur l'environnement. Et l'eau qui est consommée, même les aliments consommés, sont des aliments qui sont impropres. Ce sont des aliments impropres. Même l'eau qui est consommée n'est pas potable. Alors, quand l'eau n'est pas potable, ça entraîne la diarrhée. Et la suite, quand vous avez un enfant de moins de 5 ans à la diarrhée, cet enfant-là est exposé à faire facilement la malnutrition.
Au niveau agricole, nous avons identifié comme problème, il y a manque d'encadrement d'abord des organisations paysannes ainsi que de ménages agricoles, même le peu de structures qui existent. Mais il y a un problème aussi au niveau par rapport lié à l'accès aux terres agricoles. Là, j'ai expliqué, il y a plusieurs euh, cela est dit aussi sur le plan politique parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne réglementation et la plupart des autochtones sont en train de vendre leurs terres aux étrangers, ce qui fait qu'eux-mêmes, ils deviennent étrangers dans leur propre pays. Il y a même aujourd'hui des endroits qui sont vraiment totalement occupés dans les zones de guerre, ou totalement occupés par des Chinois, où les autochtones n'ont même pas accès même aux champs. Ils ne peuvent même pas aller faire un champ. Donc, c'est une autre personne qui décide à sa place pour lui donner juste un loto de terre pour faire le champ. Et ces enfants, ces endroits-là, vous verrez que dans ces endroits-là, il y a beaucoup de cas de malnutrition. Mais au niveau secondaire, il y a aussi des problèmes de manque aussi de semences, ainsi que des outils et même des traitements phytochimiques aussi. Et l'élevage aussi est non favorable à l'alimentation. Mauvaise gestion des ressources naturelles aujourd'hui. Il y a la déforestation, il y a la vente de bois qui sont vendus, qui sont coupés, les forêts n'existent presque plus. Et cela entraîne vraiment une limitation en termes d'accessibilité ainsi que de la disponibilité des produits sur le marché. Ce qui fait que ça impacte même sur l'indicateur lié à la diversité alimentaire. Par rapport aux indicateurs immédiats, comme vous le savez, ça c'est quelque chose qui est connu. Parmi les indicateurs immédiats dans notre pays, il y a plus de maladies, un défaut de soins aux enfants. Comme vous le remarquez, l'accès aux soins de santé primaires pose problème dans notre pays. Bien que ce soit l'accès financier, l'accès géographique pose problème. Aujourd'hui, euh, nous avons moins de centres de santé. La population n'a pas vraiment accès à des centres de santé qui répondent aux normes, même à un hôpital qui répond aux normes. Si vous trouvez un hôpital qui répond aux normes, ça se situe loin des communautés. Des fois, les communautés sont appelées à traverser des kilomètres et des kilomètres pour arriver au centre de santé. Au centre de santé. Mais aussi, la plupart des fonctionnaires, c'est-à-dire les professionnels de santé aujourd'hui, la majorité ne sont même pas motivés par l'État, ne sont pas payés. La plupart aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons des grèves. Au moment d'ailleurs, je suis en train de présenter ceci. Il y a une grève des administratifs de santé. Tous les administrations en grève. Il y a eu les grèves. Le médecin était en grève, et puis les infirmiers, maintenant là, ce sont des administratifs. Et après, ça sera le tour des médecins, c'est la rotation. Et tout ça, ça impacte sur la santé des enfants ainsi que de la mère. Et il y a aussi un problème d'alimentation insuffisante en termes de quantité, même en termes de diversité. La plupart des zones, quand je prends dans nos régions, les croyances ainsi que le us et coutumes impactent sur le mode d'aliment, le système alimentaire, la façon de se nourrir. Vous verrez, il y a des zones où les gens ne mangent que la chouang et uniquement la chouang seulement et le poisson salé. Il y a des zones où ils ne font pas les légumes. Par exemple, dans une des études que nous avons menées, nous avons identifié dans une région où presque tous les enfants avaient un problème d'insuffisance en fer. Et ils avaient déjà un taux d'hémoglobine très faible. Et quand on a commencé à analyser, bien sûr qu'on devait analyser sur le plan médical, mais comme nous, on voit aussi les aspects environnementaux. Quand j'ai commencé à questionner, on a questionné au niveau de cette communauté, nous nous sommes rendus compte que dans cette communauté, les maraîchages ne se font même pas. Donc, ils ne font pas de maraîchage, ce qui fait que ces enfants-là ne mangent même pas les légumes. S'ils veulent manger les légumes, ils doivent aller acheter, c'est très loin. Et c'est rare de trouver un ménage qui a un petit potager. Et toutes ces raisons-là viennent vraiment accentuer les problèmes de la malnutrition.
En dehors de ces déterminants ici, le déterminant immédiat, aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas cité ici, il y a aussi sur le plan anthropologique, les croyances, tout ça, ça influe beaucoup aujourd'hui. Parce que comment se fait-il que dans une communauté où on intervient, le même programme avec le même acteurs, ils lancent des messages, mais la façon de la prise en compte des recommandations des relais communautaires, soit des sensibilisateurs, est différente d'une communauté à l'autre. Et cela est toujours influencé, comme je l'ai dit, aux croyances de population et puis aux habitudes. La plupart des études CAP que nous avons eu à mener, des connaissances, attitudes et pratiques, ont révélé que nos paysans ont vraiment adopté des mauvaises pratiques en termes d'alimentation, même en termes de, 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 de soins de santé. Il y a des mauvaises pratiques qui sont vraiment mises en place. Ça, en fait, en gros, ce sont là le déterminant que nous avons pu identifier. Bien sûr qu'il y a d'autres déterminants. À cause du temps, peut-être on ne saura pas vraiment s'éclater et puis commenter sur les autres déterminants. Peut-être que quand nous serons au niveau par rapport aux discussions, on pourra peut-être évoquer d'autres. Nous, au niveau de notre structure, nous avons commencé à réfléchir par rapport à cette situation. On s'est dit, avec la COVID qui arrive, la RDC aujourd'hui, il y a la COVID. Bien sûr, je n'aime pas trop parler de la COVID parce que pour moi, ça m'énerve. Il y a la COVID, il y a déjà les différents chocs que le pays a vécu, les épidémies d'Ebola, il y a les guerres à l'est du pays. Notre pays, jusqu'à aujourd'hui, vit dans une situation de guerre. Nous avons des zones à l'est qui sont vraiment, il y a des enfants qui sont nés il y a de cela 30 ans qui ne vivent que vraiment dans la guerre. Et tout ça, ce sont des chocs qui ont entraîné que la population aujourd'hui devient de plus en plus vulnérable et non résiliente. Et nous, par rapport aux études, nous avons constaté qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nos communautés vulnérables sont vraiment non résilientes face à la faim et à la malnutrition. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier pays en termes d'insécurité alimentaire, c'est mon pays, la RDC, malgré tout ce que nous avons comme potentialité. Donc, nous avons une communauté non résiliente et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment, quelle est la situation que nous sommes en train de régler? C'est comme ça qu'on a formulé comme situation. On s'est dit, si d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on peut avoir des communautés vulnérables, résilientes face à la malnutrition et la faim, ça serait vraiment intéressant. Mais en partant sur 3 axes, nous avons choisi en fait 3 axes. Le premier axe que nous proposons dans notre démarche, c'est d'accroître et de diversifier les ressources de revenus de ménages. Et le deuxième axe consiste à améliorer la couverture sanitaire universelle de ménages. Ici, quand je parle de couverture sanitaire, ne voyez pas les côtés seulement santé, même la nutrition entre dedans. La couverture sanitaire du milieu et puis renforcer surtout dans mon pays le leadership, la gouvernance ainsi que le management. Parce que nous avons chaque fois dans nos médias, on nous parle des millions et des millions qui sont donnés pour les problèmes de santé, pour les problèmes de la malnutrition, mais ces millions ne sont pas visibles sur le terrain. Ce sont des millions qu'on entend seulement. Et donc, il y a un problème vraiment dans la gouvernance et que dans la gestion des choses publiques dans nos pays. Et là, les communautés aujourd'hui sont devenues vraiment méfiantes vis-à-vis des politiques parce qu'ils gèrent très mal. Et aujourd'hui, nos politiques ainsi que beaucoup de leaders n'inspirent plus confiance. Donc, renforcer le leadership, la gouvernance et le management au service de la santé et nutrition serait vraiment une bonne chose. Et ici, nous essayons un peu d'éclater cette théorie. Donc, par rapport à l'objectif d'accroissement et de diversification des ressources de revenus de ménage,
comme étant donné que les associations, ou soit que les ménages ne sont pas organisés, ne sont pas bien structurés, vraiment, il faut les regrouper en organisation paysanne agricole et soit en groupe d'intérêt économique et social. Ça, c'est une des réflexions que nous avons. Aujourd'hui, nous avons bien sûr des organisations paysannes qui sont déjà installées. Il y a même des plateformes des organisations paysannes, mais il y a un problème dans la structuration et même des fonctionnalités. Il y a des organisations paysannes qui sont seulement des noms, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Mais si on peut avoir de structures, que ce soit même des GIS, GIS, c'est-à-dire groupes d'intérêt économique et social, qui peuvent fonctionner. Quand je parle de groupes d'intérêt économique et social, c'est-à-dire quoi? Ce sont des groupes qui vont travailler sur le plan agricole pour créer de la richesse, mais il faut qu'une partie de la richesse serve, bien sûr, à, à, aux gens qui sont engagés, mais il y a une partie quand même qui est réservée pour le développement communautaire parce que nous avons plus la population est restée dans l'attentisme. Ils attendent que la solution au développement vienne d'ailleurs. Mais si nous pouvons vraiment bien structurer ces groupes-là et qui travaillent, qui produisent des richesses et qu'une partie des richesses est redonnée pour les biens communautaires, ça serait vraiment intéressant. Mais en dehors de ça, comme nous sommes vraiment sur le plan nutritionnel, il faut aussi qu'on puisse avoir de la création de ce qu'on appelle des périmètres agro-silvo-pastoral et halieutique durable et respectueux de l'environnement. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle de fermes-écoles. De fermes-écoles. Ici, je prends l'exemple du Bénin. Sincèrement, je crois que nos amis béninois sont en train de le suivre. Quand je vois ce qui se passe au Bénin, je vois le modèle Songhai, je vois le modèle, la plupart des gens avec qui je discute au Bénin, j'ai beaucoup de gens avec qui je discute au Bénin. Je trouve qu'ils ont créé un système qui permet aujourd'hui que le Bénin puisse avoir des filières vraiment qui sont bien organisées, bien structurées, malgré les différents problèmes qu'ils ont. Ils ont aussi des avancées. Mais ils sont vraiment très avancés par rapport à nous autres. Et moi, je me dis, si on peut imiter le modèle de ferme école paysan du Bénin, où nous avons ces fermes qui sont intégrées, où on peut mettre en place soit la permaculture, soit l'agroécologie, c'est-à-dire que les populations peuvent créer en même temps la richesse, mais en même temps aussi préserver aussi la création, parce qu'on est dans une phase où aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la création. Plus nous détruisons la biodiversité, on est dans une phase où nous, en tant qu'acteurs de développement, nous devons nous engager aussi dans la préservation de la biodiversité, la préservation. Il faut que notre agriculture soit axée aussi, bien sûr, dans la fertilisation des sols, dans la production de la bonne nourriture, mais aussi dans la préservation de la biodiversité ainsi que de l'environnement. Mais en troisième lieu, il faudra aussi développer le chaîne de valeur des produits locaux. Aujourd'hui, la plupart de nos pays, on voit plus de produits qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas une valorisation des produits locaux. Et ici, nous disons développement des chaînes de valeur des produits locaux socialement inclusifs, économiquement compétitifs, mais écologiquement résilientes. Et en rapport avec l'amélioration de la couverture sanitaire universelle des ménages, et là, nous voyons l'accès durable et équitable aux services de santé et de lutte contre les maladies. Il faut que les populations aient un accès de façon vraiment équitable. Et il y a cet aspect équité qui doit être vraiment mis en exergue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des inégalités, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle les inégalités sociales. Les enfants, moi je me dis, les enfants malnutris aujourd'hui sont en train de subir de l'injustice de la part de la communauté. Parce que pourquoi est-ce que moi, je me révolte à un moment où je suis vraiment très révolté contre cette histoire de Covid? Quand on voit le nombre de cas de malnutrie que nous avons, ainsi que le nombre de cas de Covid que nous avons, il n'y a pas match. Mais les gens se concentrent sur la Covid au lieu de se concentrer sur la malnutrition qui a des conséquences même sur l'avenir de tout un pays. Donc, on trouve que le problème de la malnutrition, ce n'est pas un problème, mais
la COVID, comme ce sont les autres, c'est bien médiatisé, c'est tout le monde qui se lit derrière la COVID, 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 et on oublie les enfants malnutris. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'enfants malnutris. Excusez-moi vraiment pour ça, mais moi, sincèrement, je ne suis pas contre les mesures barrières, je ne suis pas contre tout ce qui s'est fait pour juguler cette pandémie, mais moi, je me dis, on a fait aussi trop. Pourquoi ne pas se concentrer sur le vrai problème de nos sociétés aujourd'hui, d'accès aux soins de santé, ainsi que d'accès à des services vraiment de santé vraiment équitables. En dehors de ça, il y a l'accès durable aussi à l'eau potable, parce que dans notre pays, il y a ces problèmes d'accès à l'eau potable qui se posent. Il y a un potentiel en termes de ressources hydrauliques, mais nous devons valoriser ces potentiels en termes de ressources hydrauliques en aidant la population d'avoir un accès à l'eau. Il faut que l'eau serve à la communauté. Mais aussi, il y a un sérieux problème d'accès aux médicaments ainsi qu'aux intrants nutritionnels. Et aujourd'hui, quand je parle des intrants nutritionnels, il faut que les spécialistes, les nutritionnistes, le truc. Moi, je suis très content aujourd'hui que nous, par exemple, en RDC, dans des hôpitaux, dans tous les hôpitaux, vous allez voir que dans chaque hôpital, il y a un nutritionniste qui est affecté dans un hôpital général de référence. Parce que notre système de santé est divisé à trois niveaux. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et puis le niveau périphérique. Au niveau central, en RDC, nous avons ce qu'on appelle le ministère de la Santé ainsi que le secrétariat général de la Santé. Au niveau intermédiaire, nous avons les divisions provinciales de santé, mais à ce niveau-là de la division provinciale, nous avons une coordination de nutrition. Au niveau central, nous avons le programme national de nutrition. Au niveau intermédiaire, nous avons la coordination de nutrition. Mais maintenant, au niveau périphérique, dans chaque zone de santé, parce que nous, on a des zones de santé, dans chaque zone de santé, il y a un nutritionniste, mais aussi il y a des hôpitaux aujourd'hui qui sont en train d'intégrer aussi des nutritionnistes qui travaillent. Vraiment, moi, j'ai visité des hôpitaux, vous verrez, il y a le médecin termine son travail, il invite aussi les nutritionnistes. Mais le problème que les nutritionnistes ont, des fois, il manque d'intrants. J'ai assisté plusieurs fois où vous envoyez un enfant pour une prise en charge nutritionnelle auprès de la nutritionniste et la nutritionniste dit je n'ai pas d'intrants, je n'ai pas de pour la prise en charge d'une malnutrition sévère, je n'ai rien. C'est là où j'ai dit nous devons quand même aider sur le plan travailler, que les nutritionnistes travaillent sur la mise en place des intrants nutritionnels, même locaux, les intrants, les produits locaux qui peuvent vraiment aider dans la prise en charge des malnutritions aiguës sévères, ainsi que dans la prise en charge d'autres cas que nous pouvons avoir. Et là, ce n'est pas seulement chez les enfants, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme problème des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, je pense que la nutrition a vraiment une place vraiment centrale dans la prise en charge. Il faut que chaque fois un médecin travaille avec un nutritionniste à côté, le nutritionniste fait, le nutritionniste diététicien, le médecin prescrit, mais le nutritionniste aussi prescrit, et ça donne vraiment un bon mariage qui peut aider la communauté à bien bénéficier de tout ce qui, l'expertise de ces cadres-là qui sont vraiment très bien formés. Par rapport au renforcement de leadership et gouvernance, et là, il faut, dans un premier temps, une meilleure coordination. La plupart de nos actions ne sont pas bien coordonnées. Je pense que, bien sûr, quand vous voyez ce qui est mis dans les textes, ici, je vais insister, la coordination, ce n'est pas seulement les textes. On dit qu'un tel va faire ceci, mais l'application sur le terrain. Quand vous voyez ce qui est mis dans les textes et la pratique sur le terrain, il y a un problème. Et au niveau de la coordination, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la redevabilité. Il faut que les coordonnateurs, les autorités qui assurent la coordination des activités, des actions, des services liés à la nutrition, soit des services de lutte contre la malnutrition, se sentent aussi redevables vis-à-vis, de la communauté, mais aussi vis-à-vis aussi des autorités, mais vis-à-vis aussi du monde entier qui nous suit, vis-à-vis aussi même de la nature, je peux même aller au-delà.
Il faut que ces gens-là coordonnent bien, mais il faut que l'aspect redevabilité soit mis aussi en exergue. Mais aussi, il faut créer un environnement favorable à des interventions inter et multisectorielles au service de la nutrition. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons insister. Nous devons insister sur ça parce que les actions liées de lutte contre la malnutrition, ce ne sont pas des actions vraiment prises de façon sectorielle. Nous devons le prendre de manière vraiment multisectorielle, mais intégrée, sur base d'une vision intégrée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, bien sûr, on a connu dans nos pays des programmes multisectoriels de lutte contre la malnutrition. Mais quand tu regardes, même dans la théorie de changement, la façon dont ces gens-là, le programme est mis en place, il faut que tu te poses même des questions sur la multisectorialité. Peut-être c'est un secteur qui sera plus dominant, les autres secteurs sont marginalisés et ces gens-là, dès qu'ils se démotivent et rien n'est fait, raison pour laquelle, malgré les investissements, on a, on a beau faire des investissements, mais il n'y a pas assez de changements en termes d'impact. Mais aussi, nous devons travailler sur l'amélioration des compétences, pas seulement des compétences techniques, mais des compétences organisationnelles, managériales, des acteurs impliqués dans la lutte contre la malnutrition. Voici un peu ce que nous avons proposé comme démarche et je m'arrête dans un premier temps à ce niveau-là. Je suis à votre disposition pour d'autres questions. Peut-être que s'il y a des ajouts, on pourra peut-être ajouter au fur et à mesure que nous allons faire. Je dis et je vous remercie.